Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Bonjour et bienvenue à notre webinaire de cybersécurité. On va laisser un petit temps, le temps que tout le monde nous rejoigne. Je vois que les connexions se font petit à petit. Merci à tous de nous rejoindre. Bonjour à tous. Je vous remercie de votre intérêt pour ce webinaire donc consacré à la cybersécurité, où nous allons vous présenter la gestion de crise cyber et notamment les enjeux qui sont vitaux pour la sécurité de votre entreprise. Je vois que nous avons toujours des personnes qui se connectent. Bienvenue à tous. Merci de votre présence. Je vais vous annoncer les petites règles comme pour chaque webinaire, à savoir que les micros et caméras de votre côté sont pour l'instant désactivés. Nous activerons les micros à la fin de la session pour les questions-réponses. Mais vous pouvez d'ores et déjà interagir en m'envoyant vos questions via la petite fonctionnalité de questions-réponses. Toutes vos questions sont enregistrées. Nous ferons mieux pour y répondre pendant le webinaire. Nos deux animateurs feront de leur mieux et nous gardons un petit temps à la fin de la présentation pour vous répondre. Notez que le webinaire est enregistré, que je vous transmettrai le lien si vous souhaitez voir le replay. Et également que nous avons préparé un petit questionnaire à la fin du webinaire qui nous aidera à améliorer les prochaines sessions et qui nous donneront un peu d'informations sur votre intérêt. Ce webinaire devrait durer environ 1h15. Je vais vous présenter le sommaire. Donc, les animateurs se présenteront à vous. Donc, nous aurons Maxime Vergnol, qui est donc chef de produit cybersécurité au sein de Sonema, ainsi que Christophe Bianco, vice-président de l'ACRC, qui va se présenter dans un instant à vous. Ils vous démontreront, ils vous feront une belle démonstration, entre guillemets, de ce qu'est une gestion de crise et comment la mener à bien. Et vous dérouleront ensuite comment Sonema et la CRC peuvent vous accompagner dans la mise en place d'un process de gestion de crise cyber. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous terminerons par une session de questions-réponses pour pouvoir répondre au mieux à toutes vos interrogations sur le sujet. Je vais donc laisser maintenant la place à Maxime et Christophe de se présenter. Bon webinaire à tous, à tout à l'heure. Merci Lydia. Pour ma part, je suis Maxime Verniol, chef de produit cybersécurité chez Sonema. Mon rôle au quotidien, c'est de construire et d'animer la roadmap et le catalogue de services en relation avec la cybersécurité. Sonema, comme vous le savez certainement tous et toutes, nous sommes depuis maintenant une trentaine d'années un opérateur intégrateur de réseau à l'international et plus largement intégrateur de services IT. Et au-delà de ce métier historique, qui est la connectivité, on se positionne comme guichet unique pour adresser des besoins en hébergement, à partir notamment d'un data center certifié PCI DSS qui nous appartient, et aussi, c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui, des offres en cybersécurité qui vont de la fourniture d'équipements, de licences, jusqu'au SOC, en passant par des offres intermédiaires de type infogérance, support, audit et pentest. Pour animer ce webinaire, nous allons mettre à l'honneur un de nos partenaires, qui est l'ACRC sur ICAT, et qui est représenté en la personne de Christophe Bianco, à qui je laisse la parole pour se présenter. Merci Maxime, merci Lydia. Donc moi je m'appelle effectivement Christophe Bianco. Je suis actif dans la cyber depuis pas mal d'années maintenant. Et plus particulièrement dans le cadre de ce webinaire, j'interviens en tant que vice-président de la structure ACRC, qui est une structure privée publique financée par la Banque africaine du développement et qui vise à développer des capacités et d'accompagner le développement de capacités cyber sur le marché africain. Et donc, nos activités vont depuis le partage d'informations jusqu'à la formation et l'animation de capacités de réponse, en intégrant aussi bien des universitaires de la région pour les former, que des sujets de recherche sur ces problématiques d'identification et de compréhension de la menace.
Et j'ai une deuxième casquette qui est effectivement de collaborer avec une structure qui s'appelle Suricat Solutions, qui est un SSP, un Managed Service Provider, sur la région africaine. Donc peut-être que si je jump dans le contenu, peut-être Maxime, tu voulais Oui, positionner ça avant que j'explique pourquoi on est arrivé à ce séminaire et tout à qu'est-ce qu'on fait, espère que vous pouvez en retenir. effectivement. Donc le thème qui nous regroupe aujourd'hui, c'est la cyber-résilience. On va voir que c'est un thème qui est assez large, mais qui se décompose avec deux temporalités. Déjà en amont d'une cybermenace, où là on va juger la capacité d'une entreprise à identifier ses propres risques, à savoir les prévenir et à trouver des moyens pour s'équiper en termes d'alerting. Ensuite, la deuxième temporalité, c'est une fois que la cybermenace est avérée. Donc là, on est directement dans la gestion de crise. Et là, on va juger de la capacité d'une entreprise à mobiliser les bons acteurs rapidement, contenir la propagation et surtout rétablir le système d'information dans son niveau antérieur, avant la menace. Et quand on parle de gestion de crise, on va faire ici référence à la cyber-résilience une fois que la menace est arrivée, donc en aval. Ensuite, quelques chiffres pour introduire un petit peu le sujet. Un chiffre qui est intéressant, 380 milliards de dollars, c'est le coût de la cybercriminalité en Afrique en 2023, et c'est de loin l'activité criminelle la plus lucrative devant le trafic de drogue et devant le trafic d'êtres humains, quand on prend tout en compte. La perte de chiffre d'affaires, les rançons éventuellement payées, le coût des remédiations et éventuellement le coût des amendes de la part des régulateurs. Mais parallèlement, on voit que ce chiffre est très élevé, et paradoxalement, en face, on a seulement 13% des entreprises qui évoquent pendant les comités exécutifs et les conseils d'administration des questions relatives à la cybersécurité. Donc ça montre que c'est encore un sujet qui est embryonnaire, alors que pourtant les enjeux sont critiques. Donc il peut s'agir de la perte de chiffre d'affaires, on en a parlé, l'image de marque, la réputation auprès des clients, auprès des partenaires, mais surtout de la perte de productivité, surtout si votre SI est paralysé pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et donc, on constate que la surface d'attaque est croissante, elle est de plus en plus large, avec la démocratisation des nouveaux modes de travail, donc en dehors du bureau, notamment avec le télétravail, également aussi l'expansion du nombre d'équipements qui sont connectés sur le réseau, avec notamment l'IoT, et également les nouveaux modes d'interprétation des données et de travaux qui peuvent, par exemple, comporter de l'intelligence artificielle, qui crée à la fois une opportunité, mais également aussi une brèche pour les cyberattaquants. Les cyberattaques gagnent aussi en volume, elles gagnent aussi en coût, il est de plus en plus coûteux d'y remédier, et enfin, elles gagnent aussi en complexité. Elles sont de plus en plus sophistiquées, et parfois on fait face à des attaques qui sont sournoises, qui sont très difficiles à déceler. Et donc, par conséquent, la cyber-résilience, c'est un sujet qui nous concerne tous. Il y a deux cas de figure, soit vous avez déjà été victime, soit vous ne le savez peut-être pas encore. Malheureusement, on n'y échappe pas. Par contre, on peut s'y préparer et c'est l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Merci Maxime. Et effectivement, hein, cette présentation fait écho pour ceux qui avaient la chance d'être présents parmi nous à Monaco lors du séminaire de cinéma. L'idée, pour compléter ce qu'a dit Lydia en introduction, n'est pas nécessairement de vous donner les clés du basique de comment on structure ou comment on met en place une gestion de crise. L'idée, c'est plutôt autour de la réflexion que l'on peut avoir autour de comment se fait-il qu'aujourd'hui, malgré la fréquence des incidents cyber, on constate quand même un niveau général ou généralement assez peu mature dans la gestion de ce type de situation, et quelles en sont les causes et quels sont les enseignements que vous pourriez retenir par rapport à soit vous êtes dans une posture où vous avez pas du tout formaliser votre gestion de crise. Et donc, c'est quand même un exercice qui serait temps de prendre à bras-le-corps. Soit vous avez déjà une gestion de crise qui est définie, qui est structurée, documentée, mise en place, mais vous ne l'avez peut-être jamais testée. Et si vous l'avez en place et déjà testé, est-ce que vous l'avez fait en considérant ce qui se passe réellement dans la vie ou en ayant élaboré des scénarios qui sont ceux qui vous, quelque part, rassurent parce que c'est ceux que vous aviez considéré dans votre réflexion, sachant qu'on est dans une matière mouvante, dont la menace autour de nous évolue, les technologies évoluent, et les capacités à la fois des malveillants et aussi des protecteurs que vous êtes
évolue. Donc, c'est quand même un sujet assez mouvant. Et donc, tout l'objet de notre présentation est d'essayer d'arriver à vous amener des clés de lecture ou des clés de réaction et de pouvoir réfléchir à ce que ça veut dire. C'est pas une formation sur la mise en œuvre de la gestion de crise. Hein. Ça, on le fait par exemple en présentiel à Dakar début décembre. Mais là, l'idée, c'est vraiment ayons un échange et voyons un petit peu comment vous êtes structuré, comment vous avez approché cette problématique-là. Donc peut-être si on reprend le contexte dans lequel on évolue aujourd'hui en tant qu'organisation, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous êtes, ben, la digitalisation est quand même le mot qui est dans la bouche de tous les patrons d'informatique aujourd'hui. Hein. Alors ça veut dire plus ou moins de choses. Ça peut aller depuis je déploie des tablettes à tous mes employés et collaborateurs, jusqu'à je digitalise au maximum mes environnements, j'intègre de l'intelligence artificielle. Ça passe souvent dans beaucoup de technologies que je vais déployer. Et donc, si on prend notre posture de cyberspécialiste, ben, on augmente la surface d'attaque à laquelle je suis exposé. D'accord? Et donc, qui dit augmentation de la surface d'attaque, dit au quotidien beaucoup plus d'incidents qui ont une probabilité de m'impacter et d'impacter réellement ma résilience. D'accord? Et donc là, ça devient un sujet critique au niveau des comités de direction ou des boards sur le questionnement de notre capacité d'être résilient face à cette menace. Alors, les deux piliers qui rajoutent une pression à notre métier, ben, le premier, c'est les compétences et les ressources. Hein, je suis, moi, cette semaine, par exemple, je donne cours toute la semaine à des étudiants et on a cette thématique aujourd'hui sur comment se prépare une gestion de crise et comment on la met en œuvre pour que quand ces gens arrivent sur le marché du travail, eh ben, on ait des gens qui sont déjà sensibilisés à ces problématiques. Malheureusement, on n'en a pas assez et quand on n'en a pas forcément assez qui ont suffisamment d'expérience pour avoir vécu ou pour être capable de vivre une crise. Euh, Comme je le disais en introduction, ça doit faire maintenant presque 25 ans que je suis dans le domaine de la cyber, plus particulièrement sur ces sujets de gestion d'incidents depuis une quinzaine d'années. Et je peux vous assurer qu'on n'est pas pareil après une crise qu'avant une crise. Et que nos certitudes et nos convictions changent quand même profondément. Et j'ai quand même rencontré sur les 2, 3 dernières années un certain nombre de situations où soit le responsable de l'informatique a fait un burn-out suite à ça. J'ai même eu un cas où le directeur informatique a carrément quitté la société pendant la crise parce que la charge émotionnelle et la charge de pression étaient trop importantes. Mais c'est rarement une situation qui laisse la structure indifférente. Le dernier élément qui rajoute de notre pression à nos environnements, et vous le savez, on en avait parlé avec beaucoup d'entre vous qui étaient présents à Monaco, c'est qu'à ceci, ben, le régulateur a trouvé aujourd'hui comme moyen de nous imposer d'améliorer nos capacités, de rajouter de la régulation. Donc, si vous êtes en Europe, hein, je vous l'ai fait en mode rapide, GDPR, Nice 2 pour les opérateurs vitaux d'infrastructure. On a DORA qui est en train de se préciser. On a PSD2 qui nous oblige à ouvrir nos systèmes d'information quand on est dans le domaine bancaire. Donc, on a toute une série comme ça de régulations qui viennent pour rajouter des couches de pression en disant non seulement vous avez à faire les choses, mais en plus, je veux un droit de regard dessus. Donc, si on projette ça sur l'Afrique, on n'a pas nécessairement le même niveau de régulation, mais malheureusement pour nous, si je puis dire, il y a quand même une forte aspiration d'un peu tous les pays africains à s'aligner sur les standards qu'on peut prendre à droite à gauche pour essayer d'avoir un standard qui reflète l'idée de certaines régulations européennes ou mondiales appliquées à un système ou un écosystème plus nord-africain et africain. Donc, et malheureusement, très souvent, notre direction est plutôt sensible à la régulation qu'à la problématique de la sécurité. Donc, c'est malheureusement quelque chose qu'il va falloir considérer dans notre plan de gestion de crise, parce que à un moment donné ou à un autre, il y aura fatalement un régulateur, une police ou des services de renseignement à mettre dans la boucle en fonction de qui on a en face de nous et de l'impact de la crise que l'on a à gérer. Donc, une fois que j'ai dit ça, le deuxième petit problème auquel on est confronté, c'est que malheureusement, la cybersécurité reste une matière principalement d'experts, dont la réponse à un problème est très souvent de la technologie. Et vous en verrez tout à l'heure les limites avec un petit exemple que je vous présenterai, alors que une bonne partie de nos problématiques sont liées à plutôt de l'organisationnel, du process et de la compétence.
Le deuxième petit aspect que j'ai voulu illustrer par le schéma ici, même si les choses évoluent, on constate que beaucoup de vos investissements en cybersécurité se concentrent sur de la technologie en vue de protéger vos infrastructures. Très peu d'entre vous se sont projetés en disant, moi, demain, je sais que je vais me prendre un cyberincident et je dois être capable et avoir des moyens et des capacités pour être capable de détecter. Donc là, on voit que les choses se passent, l'adoption de SOC ou de services de réponse à incident. Mais par contre, la réponse et être capable de revenir en production le plus vite possible reste quand même quelque chose qui est embryonnaire dans beaucoup d'organisations. Et si je pouvais prendre un exemple le plus concret, je pense qu'il n'y a pas eu un cas d'incident que nous avons géré sur les 5 dernières années, et notre volume d'incidents en moyenne chaque année, c'est autour d'une centaine, sur lequel l'Active Directory n'a pas été un problème. Et dans pratiquement 80% des cas, nos clients n'ont pas été capables de restaurer leur Active Directory. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Partant de cette assumption, vous pouvez avoir deux stratégies. La première, c'est de dire non, mais nous, on sera meilleurs que les autres à restaurer notre Active Directory. Et là, je vous souhaite bonne chance. Ou la deuxième, c'est de dire le jour où ça m'arrive, je suis capable de pouvoir solliciter un prestataire externe qui va m'activer un Active Directory sur base d'une de mes configurations que j'aurais testées avec lui au préalable pour m'assurer que j'ai un minimum, ce qu'on appelle, c'est un jargon startup, mais qu'on commence à adapter de plus en plus dans les environnements financiers, un minimum viable infrastructure. C'est des composants minimums qui vont permettre de redémarrer une informatique après un incident. Donc, une fois qu'on a parlé de ça, maintenant, quelle est l'autre problématique? L'autre problématique, ça, je vous ai pris quelques statistiques, on pourrait les récupérer d'un peu tout et n'importe où, mais on arrive quand même à avoir une tendance qui revient un peu sur ces montants-là. Ça, c'est Gartner qui l'a produit il y a 3 ans. Dans la plupart des cas, il faut à peu près 181 jours en moyenne pour détecter qu'on a des gens qui sont dans notre système d'information. 191 jours, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de 6 mois. D'accord? Donc, ça voudrait dire que je conserve mes logs pendant plus de 6 mois pour être capable d'aller investiguer qu'est-ce qui s'est passé le jour où il y a eu l'intrusion initiale. Alors, c'est pas le cas pour le ransomware, parce que dès qu'ils rentrent, ils exécutent, mais ça reste quand même le cas de toute une série d'intrusions où les gens sont en mode silencieux, le temps de découvrir votre infrastructure, de s'assurer qu'ils ont bien compris comment elle fonctionne et quels sont les composants critiques au sein de cette infrastructure qu'ils vont cibler le jour où ils ont décidé de mettre en œuvre leur attaque. Donc ça, c'est un problème majeur, parce que le jour où vous sollicitez des équipes de réponse à incident, mais que vous n'avez aucune trace disponible, eh ben, il n'y a pas de recette possible, on n'est pas capable d'identifier le patient zéro et d'être en mesure d'apporter des réponses concrètes qui vont être nécessaires à reconstruire un système d'information qui sera propre. Parce que la question, elle est là. C'est qu'est-ce que je restaure et à quel moment je peux considérer que ce que je restaure a l'intégrité nécessaire pour me conforter dans le fait que les méchants, si je puis les appeler ainsi, ne sont plus dans mon système d'information. Deuxième élément, et j'ai quelques statistiques supplémentaires là du cabinet Wellstone, mais si je prends ici ce que je vois, c'est qu'en moyenne 66 jours pour contenir une intrusion. Donc qu'est-ce qu'on dit là-dedans? Ça couvre la phase de forensique et d'investigation jusqu'à la rémédiation et de s'assurer qu'on a booté hors de nos terres les malveillants. Et je rajoute 43 jours parce qu'une fois que vous avez identifié qui est rentré, comment ils sont rentrés, quelles machines ils ont compromis, vous devez d'abord redéployer ces équipements de manière propre et deuxièmement, restaurer les datas. Donc imaginez, je pense que vous l'avez tous plus ou moins fait aujourd'hui, mais si les gens sont présents dans votre système d'information depuis 6 mois, vous restaurez les données de quel backup? Il est pratiquement impossible de déterminer quand on restaure 6 mois, enfin avec une date de 6 mois d'ancienneté, mais on n'est aussi pas, il serait pas propre de restaurer le backup de la veille. D'accord? Donc, si je regarde ça et que je vais un peu plus loin, ça coûte quoi de restaurer un système d'information après une attaque? Alors, je pense que vous connaissez tous plus ou moins le cabinet Webstone. Il se trouve que les équipes de Jérôme, tous les ans, publient une petite étude sur leur volume d'activité en termes de réponse à incident. Et je les prends volontairement parce que nous, chez Suricat et à CRC, on a des statistiques qui viennent de nos activités. Et étrangement, on constate que
La géolocalisation des incidents et des équipes et des infrastructures ne change pas beaucoup les statistiques et on a à peu près les mêmes chiffres. C'est-à-dire que si demain vous constatez une intrusion et qu'il faut faire une levée de doute, en moyenne, c'est une petite semaine pour s'assurer que tout est correct. Si par contre vous êtes face à un ransomware ou un malware qui a eu un impact sur une partie de votre système d'information, on passe tout de suite à des amplitudes de 3 semaines et demie. D'accord? Donc juste pour mettre tout le monde en alignement, 3 semaines et demie, ça veut dire que pendant 3 semaines et demie, vous vivez avec le doute que quelqu'un vit dans votre réseau et a la main sur un certain nombre de vos équipements. D'accord? On s'est aperçu, hein, il y a déjà eu des cas concrets où pendant une cybercrise, pendant que les équipes travaillaient et communiquaient au travers de canaux chat, le hacker s'est introduit dans le canal chat pour leur dire, pour information, les jeunes, je suis moi aussi avec vous, solidaire dans la crise, mais sachez que j'ai accès à toutes vos informations, donc payez plutôt ce que je vous demande, qu'essayez de restaurer, parce que visiblement, vous n'avez pas encore pris la main sur votre système. D'accord? 3 semaines et demie, nous, on a un certain nombre de situations où on a dû couper Internet tant qu'on n'était pas sûr. Donc, je ne sais pas, vous, dans vos organisations, mais moi, je vois chez nous, si pendant 2 heures, j'ai pas de mail, mes collaborateurs commencent à devenir un peu stressés. Donc, imaginez si pendant 3 semaines et demie, nous n'avons plus d'accès à Internet. D'accord? Donc, ce phénomène-là, on commence à ne plus le réaliser et considérer qu'on ne peut pas couper Internet pendant 3 semaines et demie, mais ça veut dire que vous vivez pendant une période avec haut niveau de stress, où tout le monde vous demande des comptes rendus, des points de situation, etc., alors que vous êtes dans de l'investigation et que vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Nous, on voit qu'en moyenne, nos équipes d'incident response ont besoin d'à peu près une dizaine, voire une douzaine de jours pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Ça veut dire 10 ou 12 jours où vous n'avez aucune réponse à formuler à votre management ou des réponses parcellaires. D'accord? Enfin, reconstruire, ça veut dire reconstruire un système d'information avec ce qu'on appelle un cœur de confiance, c'est-à-dire un Active Directory, un mail serveur et quelques serveurs de fichiers que vous trustez. Et puis, un jour, il va falloir restaurer toutes les datas, généralement dans un week-end ou quand les collaborateurs ne sont pas là, avec pas nécessairement l'assurance que vous ayez, je dirais, un système qui soit 100% propre dorénavant. Alors maintenant, mais pourquoi tout ça, malgré tout ce qu'on dépense, tout ce qu'on fait et tous les efforts qui sont mis pour essayer d'avoir des systèmes? Eh ben, je vais essayer de vous donner deux, trois lumières qui sont des choses qui me stupéfait toujours et encore malgré ces années dans la cyber. Je prends le classement de l'OWASP Top 10. D'accord? Je pense que tout le monde le connaît plus ou moins. Hein, c'est un classement qui est fait tous les 3 ans par l'organisation OWASP et qui nous permet d'identifier ou d'avoir une forme de classification des top 10 vulnérabilités dans le monde du web. D'accord? Qu'est-ce que l'on constate? Que 2007, la première vulnérabilité, c'est SQL Injection. 2010, donc 3 ans après, SQL Injection. Et si je pousse, dernier classement 2021, on voit que SQL Injection est troisième position. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis 2007, nos équipes de développement n'ont pas amélioré la robustesse de nos applications web et restent toujours vulnérables aux mêmes problématiques de sécurité applicative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez considérer que dans votre parc applicatif, vous aurez de la vulnérabilité. Et pour ceux qui n'en sont pas totalement convaincus, je vous encourage à voir le nombre de CVE qui sont produites chaque année. Hein, on dépasse allègrement les 25 000 et quelques. Donc, vous devez considérer qu'un certain nombre d'applications qui sont dans votre infrastructure sont vulnérables et sont un vecteur d'intrusion. La mauvaise nouvelle qui se rajoute à ça, hein, pour ceux qui gravitent un peu dans l'IA, les statistiques ou les prédictions qui sont faites aujourd'hui, c'est que l'adoption de l'IA va faire exploser le nombre de micro-applications qu'on va déployer dans les organisations pour pouvoir bénéficier de cette intelligence artificielle. Donc ça signifie que notre problème de trust vis-à-vis de nos applications restera un sujet majeur et n'est pas prêt d'être réglé. Deuxièmement, la problématique de nos composants de sécurité et des problématiques de patch. Je vous l'ai dit, alors, si on prend 2023, là, par exemple, vous voyez sous Citrix, la CVE de 2023, sa classification pour Citrix était la 38 millième 203. Ça veut dire que en 2023, on a eu au moins 38 203 vulnérabilités de type 0D qui sont apparues.
Là, j'ai demandé à nos équipes de réponse à incidents sur les années 2023 et 2022 de me sortir la liste, la route cause qu'on appelle, qui est liée à l'ensemble des incidents qu'on a eu à manager sur cette période-là. Ça représente à peu près 200 incidents, dont une bonne vingtaine de pourcents de ces 200 incidents ont généré des accès frauduleux ou de la fuite de données. Pourquoi je leur ai demandé ça? Parce que, regardez, 2022-2023, je vous laisse parcourir les CVE hein, pour ceux qui ont l'habitude de les lire. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, une CVE, c'est codifié par CVE, l'année à laquelle elle a été trouvée et son numéro de vulnérabilité dans l'année en cours. Donc, vous voyez qu'en 2022-2023, on a eu à traiter des incidents qui sont liés à la non-application d'un patch qui datait pour certains, typiquement Citrix de 2019. Pour certains, je crois que j'ai du 2018 sur les Fortinet, et donc des vulnérabilités qui ne datent pas d'hier ou d'avant-hier. Alors, mon point ici n'est pas de pointer les éditeurs, hein, je pense qu'il serait une très mauvaise conclusion de dire ah ben tiens, Fortinet a des vulnérabilités, donc je vais m'équiper en Cisco. Parce que la problématique est chez tout le monde. Du moment que vous avez du code, il sera vulnérable. D'accord? Et moi, j'ai même comme indicateur de dire euh, si un éditeur est capable d'avoir des CVE, de gérer ses CVE, ça veut dire qu'il a quand même une politique de traitement de la vulnérabilité et de s'assurer que le code qu'il produit est régulièrement évalué. Manque de bol, ou peut-être du fait du Covid, je ne sais pas comment l'expliquer, mais vous voyez qu'on a beaucoup de composants qui permettent du remote access, Pulse, Citrix, Fortinet, Sonic, Sophos, Palo Alto, qui ont été liés à des vulnérabilités de ce type-là et qui ont permis l'intrusion initiale dans les périmètres d'infrastructure. Donc là aussi, la mauvaise nouvelle, c'est que le problème du patching, je crois que j'étais pas encore né, qu'il était déjà présent, et j'ai pas l'impression qu'on est prêt de le régler. Donc vous devrez continuer à vivre avec des systèmes qui sont pas nécessairement updatés à la dernière version ou aux versions qu'il faut, juste peut-être à la décharge de nos camarades système. Quand vous avez 38 203 vulnérabilités dans l'année qui sont sorties, je vous laisse faire le calcul, mais ça fait un paquet de vulnérabilités par semaine à traiter, ce qui est impossible pour nos équipes. Et donc là, dans notre réflexion autour de la posture que l'on doit avoir, se dire que peut-être on va avoir une crise et peut-être on va gérer une intrusion, c'est mandatory, sinon ça veut dire que c'est un peu se mettre la tête dans le sable et imaginer que jamais rien nous arrivera. Enfin, un certain nombre de cas qu'on a eu à traiter, malgré tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on peut faire comme éducation, sont liés à des passwords qui ne sont pas des mots de passe. Hein, le plus gros case qu'on a eu à gérer, nous, concerne un gros opérateur énergéticien. L'intrusion s'est faite par un développeur freelance qui a été utilisé pour développer un projet marketing et qui, sur le remote access, a changé son mot de passe et a utilisé un petit mot de passe qui n'est pas un mot de passe. C'était plus simple pour lui de s'en rappeler, mais malheureusement, il a été le vecteur d'intrusion pour cet opérateur-là. Et donc là, je vous ai mis un petit panaché de ce qu'on peut trouver. Un petit Google vous permet de trouver les mêmes choses. Ça, c'est un leak qu'il y a eu chez LinkedIn il y a quelques années de ça, euh, où en fait 6,5 millions de mots de passe de LinkedIn ont été volés. LinkedIn a dit ne vous inquiétez pas, seulement les versions encryptées des mots de passe ont été volées. Oui, sauf que vu les versions encryptées des mots de passe, hein, link 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, faire du brute force pour trouver le mot de passe derrière CH est quand même un jeu d'enfant et donc ne garantit pas réellement que ce mot de passe est un mot de passe. Alors, on pourrait se dire oui, mais ce truc-là, il a eu lieu il y a pas mal d'années. Maintenant, c'est plus le cas. Juste un petit, alors je pointe pas du doigt, mais c'est toujours plus parlant de prendre des exemples concrets. Je ne sais pas si vous avez entendu là, mais je lisais ce matin un petit article concernant Free. Hein, vous avez vu que Free a subi une petite vol de data là. Et ce qui est intéressant quand on lit leurs documents, c'est qu'il y a un an ou il y a un an et demi, visiblement Free a été épinglé par la CNIL parce qu'il n'encryptait pas les mots de passe et qui a subi un data leak où les mots de passe ont été volés. D'accord? Et donc, on peut se dire que même si on pense que toutes les boîtes et tous les services qu'on utilise ont des processus sécurisés, etc., il semble qu'il y a encore toute une série de choses qui restent à améliorer, même pour des boîtes où on pourrait penser que ils ont un niveau de qualité et un niveau de sécurité qui est importante. Pour mes camarades bancaires, hein, juste, je voudrais quand même pointer un petit peu la finance. Euh,
je vois un peu trop souvent une confusion entre être conforme à une régulation et être sécurisé. D'accord? Je peux vous donner quelques statistiques. Dans nos clients chez lesquels on fait de l'incident response, un paquet d'entre eux sont ISO 27001 et PCI DSS. D'accord? Donc c'est bien d'être certifié, c'est bien d'avoir le diplôme, c'est bien d'en faire la promotion, mais généralement, c'est bien plus compliqué de s'assurer que les efforts qu'on a fait pour obtenir la certification restent d'application dans le day-to-day et dans le développement continu de la société au travers de son évolution. D'accord? Et pourquoi je pointe ça? Parce que le problème, c'est quand on obtient une telle certification, on peut avoir l'impression, si on est dans une posture de management, hein, comité de direction ou autre, de dire c'est bon, on a dépensé beaucoup d'argent, on a fait l'effort, maintenant on est sécurisé. Et donc, il comprendrait encore moins que malgré tout ça, et que vous ayez peut-être vendu que maintenant on était nickel, et ben qu'un jour on se prenne une situation où, oups, un petit mot de passe faible sur un remote access a permis une intrusion dans notre système d'information, malgré tout ce qu'on a fait comme effort pour être certifié. Donc, j'ai l'habitude de dire conformité n'égale pas sécurité. J'exagère volontairement, mais je suis pas loin. Enfin, le dernier point, nos systèmes d'information ont beau être sécurisés, le problème c'est que nous faisons ça pour permettre à des utilisateurs de faire le business. Et donc on a en face de nous des populations de malveillants qui comprennent ou qui essaient de comprendre comment fonctionne l'être humain et essaient d'influencer la façon dont il réagit et dont il fonctionne. Donc je me suis permis là de vous montrer un petit peu en 2 secondes quelle est l'évolution de la part de la malveillance pour encourager nos utilisateurs à faire des choses euh, qui nous paraissent parfois stupides, si je puis me le permettre, ou inappropriées. J'ai pris des campagnes de phishing sur les 5 dernières années autour de Netflix. Première campagne de phishing que vous avez peut-être reçue, hein, un petit Netflix qui dit votre paiement, vous devez mettre à jour vos informations de paiement parce que votre carte ne fonctionne plus. D'accord? Bon, celui-là, aujourd'hui, on dit, oui, mais qui c'est qui va cliquer là-dessus pour remplir ça? On se doute bien que c'est un problème. Et puis, au pire, s'ils n'ont pas mes informations de paiement, ils me les redemanderont bien un jour ou l'autre. Deuxième campagne, on est désolé de vous voir partir. D'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on essaie de sous-entendre? C'est que quelqu'un a cancellé votre subscription et que donc, si vous êtes au milieu de votre série préférée, vous allez peut-être vous dire, mais c'est pas moi, est-ce que c'est ma femme, mon fils ou je ne sais pas quoi qui a arrêté mon abonnement? Je vais me connecter, aller vérifier tout ça. Si malgré tout, vous restez quand même dans la population, euh, comment dire, critique ou attentionnée, ou dit, je m'en moque, le jour où j'irai me connecter et que je n'aurai pas accès à mes vidéos, je me sentirai concerné. Et donc, dernière vague que j'ai récupérée, là, ça date des années 2020, là, qu'est-ce qu'on dit? Automatique paiement. C'est-à-dire que si vous ne faites rien, le sous-entendu, c'est que je vous prends votre argent. Donc, au travers de ça, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on amène petit à petit l'utilisateur à prendre des actions qu'il n'était pas nécessairement en mesure de faire ou en mesure de penser. Et donc, quels que soient les systèmes d'information que vous allez avoir à gérer, quelle que soit la technologie que vous allez déployer, quels que soient les efforts que vous allez à mettre en place, ce type de techniques vont continuer à persister. Et je vous montrerai un petit truc tout à l'heure. L'IA n'est pas faite pour diminuer l'impact ou la capacité à réaliser ce type de situation. Donc maintenant, une fois que j'ai raconté tout ça, j'espère que vous ne serez pas dépressif à l'issue du webinaire, hein, mais je pense qu'il est important qu'on soit tous clairs sur le contexte. Le deuxième point que je veux traiter, c'est la célérité de la cybercriminalité. D'accord? Quelle est aujourd'hui la situation? C'est que la cybercriminalité est devenue un enjeu, est devenue un commerce, et donc des gens font de l'argent sur ce type de situation. Et donc là, le petit schéma que je vous représente là, c'est des statistiques qui ont été produites par Checkpoint lors de Log4j, hein, qui est arrivé le soir du 10 décembre. Donc pour ceux qui ne se rappellent plus de ça, Log4j, un vendredi à 17h, heure de Paris, un chercheur annonce qu'il a peut-être trouvé une vulnérabilité dans la librairie Log4j qui permet de générer des requêtes LDAP. D'accord? Donc je vous avoue que moi j'étais au bureau, j'ai vu passer ça, je me suis dit, bon, ok, encore une vulnérabilité comme les 38 millièmes 203 qu'on a vu passer depuis le début de l'année. Sauf que pendant le week-end, hein, le 11 et le 12, cette vulnérabilité est devenue une des top 10 vulnérabilités sur les 10 dernières années. D'accord?
Et qu'est-ce qu'on a vu? Donc là, Check Point, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont analysé, hein, quand il y a des flux qui passent au travers de la firewall, ils font une analyse sur les requêtes pour identifier si c'est des requêtes malicieuses. Et qu'est-ce qu'ils se constatent? Qu'en 72 heures, il y a plus de 830 000 requêtes qui ont été effectuées par des gens. Alors, par des gens, on peut dire, oui, OK. Ce que je montre là, c'est l'étude qui a été réalisée, que pendant ces mêmes 72 heures, il y a un peu plus de 45 groupes cybercriminels qui ont rajouté dans leur tactique d'attaque le vecteur Log4j. Alors, c'est beaucoup d'infos, donc laissez-moi, si vous permettez, prendre 2 secondes de recul et vous reformuler ce que je viens de dire. Le vendredi soir, à 17h heure de Paris, Log4j est annoncé comme une vulnérabilité potentielle. Pendant le week-end, il est mis en œuvre par un peu plus de 45 groupes cybercriminels comme vecteur d'exploitation pour solliciter et tester vos infrastructures. Ma question pour vous, combien d'entre vous travaillez le week-end et réagissez le week-end sur des situations comme celle-là? D'accord? Ce que je veux pointer par là, c'est qu'aujourd'hui, la durée entre la publication d'une vulnérabilité et surtout de son exploit et le moment à partir de laquelle euh, elles sont exploitées, s'est accéléré. D'accord? Et donc, quand vous êtes dans une posture de gestion de crise, la question que vous devez vous poser, c'est ces situations-là vont apparaître quand je ne serai pas au bureau, quand mes équipes techniques ne seront pas nécessairement là, ou l'accès à l'expertise, hein, parce que comprendre ce que c'est Log4j, pour la plupart d'entre nous, c'est appeler des équipes de développement et leur expliquer ou leur demander, est-ce que tu peux m'expliquer ce dont on parle? D'accord? Parce que moi, je suis pas un spécialiste du développement, je ne sais pas si parmi nous aujourd'hui il y en a, mais ce vendredi soir-là, quand j'ai regardé Log4j, je me suis pas dit, ouh là là, ça va être compliqué. D'accord? Donc ça, c'est un élément à considérer, c'est que la vitesse d'exécution n'est peut-être pas adaptée à ce que vous êtes capable de euh, ou n'est pas en ligne avec vos temps de réaction. Peut-être une petite anecdote aussi pour illustrer ça. Ça nous est arrivé pendant le week-end de devoir demander à un client ou de recommander à un client d'arrêter son e-banking ou sa plateforme de paiement plus précisément parce que le risque suite aux intrusions qu'on avait constatées était important. Et donc là, à ce moment-là, le client nous a dit, mais moi, les gens qui sont d'astreinte le week-end, c'est des gens qui font la sécurité physique. J'ai pas le manager business responsable de cette plateforme qui est là, donc je ne peux pas l'arrêter sans lui demander. Sauf que de par nos règles Human Resources, il n'est pas d'astreinte 24 heures sur 24. Donc, quand vous allez concevoir vos plans de gestion de crise, il faut vous assurer que les key people que vous avez besoin, aussi bien techniques que managériales, sont disponibles dans les moments les plus difficiles possibles. Parce que c'est là que ça va se passer. D'accord? Si chacune des crises arrivait quand vous avez tout vos personnels, tous vos partenaires disponibles et tout votre management, ça serait bien plus simple. Et donc, si vous n'étiez pas convaincu que la cyber est un métier comme l'est le développement informatique ou tout autre métier commercial, je vous ai mis là, c'est un petit trojan et une pub pour un trojan que j'ai récupéré, je pense, il y a une bonne dizaine d'années maintenant, je précise, où en fait ces gens-là proposaient un trojan qui permettait de récupérer des credentials e-banking. Et regardez ce que je vous ai affiché. Il y a les deux premières caractéristiques de ce trojan. C'est la première, 6 mois de garantie qu'aucun virus ne peut les détecter. Et deuxième ligne, un support 24/7 en ligne par mail ou instant messenger. Je peux vous assurer qu'il y a 10 ans de ça, Microsoft ne proposait pas ce niveau de SLA pour le support technique. D'accord? Alors après, on les croit ou on les croit pas, hein, mais pour un prix de 249 $, l'accès aux composants. Donc, ce que je veux dire, c'est que le montant à investir pour avoir accès aux technologies de ce type-là est dérisoire, d'accord, par rapport à l'impact qu'il peut avoir chez vous. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, le problème que l'on a, c'est que l'on constate que c'est pas que de la techno, c'est aussi des organisations. Donc certains d'entre vous l'ont-ils lu dans la presse, mais à l'occasion du récent conflit Ukraine-Russie, on a un groupe de ransomware qui faisait du ransomware as a service qui a explosé parce que le groupe était composé d'Ukrainiens et de Russes. Le patron étant russe a pris parti pour la Russie et donc certains de ses collaborateurs ukrainiens ont dit si c'est comme ça, eh bien on va discloser à la communauté toutes les informations sur le fonctionnement de notre organisation.
toutes les techniques, les outils, les adresses de crypto wallet qu'on utilise, nos canaux chat et Slack pour montrer à la communauté comment c'est. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Eh bien, on s'est aperçu qu'en fait, ce groupe de hackers fonctionne selon le schéma d'une organisation traditionnelle, avec un patron, un département human resources, un département training pour les nouveaux employés, une blockchain dans laquelle on documente tous les bonus qu'on a donnés à tous les gens qui ont été successful à extorquer des rançons, et une cellule négociateur pour accompagner les différents groupes et les différentes équipes à réaliser leurs actions. Conti était composé d'entre 80 et 100 employés, des fois des employés au service du développement qui ne savaient même pas qu'ils travaillaient pour un groupe de ransomware. D'accord? Ces gens-là, pour attirer des développeurs, payaient 1800 $ US, un salaire mensuel, alors qu'un salaire d'un développeur en Russie est 3 fois moins que ça. Ces gens-là ont réalisé plus de 180 millions d'extorsions de ransomware, de crypto, pendant la période de leur activité. Tout ça pour dire qu'en face de vous, vous avez des gens dont c'est l'industrie, dont c'est le business et qui gagnent beaucoup d'argent avec peu de risques de se faire attraper. Donc, une fois que j'ai dépeint ce décor-là qui peut nous paraître très compliqué à gérer, hein, ce qui est important pour vous, c'est de comprendre les motivations. C'est-à-dire, en fonction de mon domaine d'activité, en fonction de qui je suis ou des secteurs dans lesquels j'opère, j'ai face à moi différentes motivations en termes de malveillance. La première, que je classe comme cybercrime, je mets un peu tout dedans, c'est-à-dire des gens qui veulent réaliser des choses pour essayer de tirer un bénéfice financier ou je dirais, de l'information ou des choses qu'ils vont pouvoir monnayer. D'accord? Quel est le risque? Ben, le risque, c'est si malheureusement vous avez quelqu'un qui clique sur un phishing, si vous avez le moindre trou dans votre infrastructure, eh ben, ces gens-là peuvent glisser et puis réaliser leurs actions sans savoir nécessairement qui vous êtes. D'accord? Donc là, ma stratégie, c'est d'essayer d'être un peu plus sécurisé que votre voisin. Comme ça, ils vont chez votre voisin, ils vont pas chez vous. Deuxième type de catégorie, ce qu'on appelle les cyberactivistes, des gens qui ont une motivation politique, hobby ou autre, hein. La géopolitique actuelle nous montre toute une série de situations. Ces gens-là, le problème, c'est que même si leur objectif n'est pas financier, ils ont de la motivation et ils ont du temps. D'accord? Donc ça veut dire qu'ils vont être particulièrement ennuyeux s'ils vous ont pris comme cible. Et on fait le dernier. Alors le dernier, c'était peut-être quelque chose qu'on voyait dans les films de science-fiction ou dans les romans de science-fiction il y a quelques années. On constate aujourd'hui que le cyberespace est devenu un élément de géopolitique et de conflit entre les États au même titre que l'air, la terre et la mer, comme on l'avait historiquement. Et donc, vous avez aussi bien des groupes de malveillants affiliés à des États ou des groupes de malveillants financés par des États qui vont polluer notre environnement et créer toutes les complexités que l'on peut avoir en termes d'attaque. Vous avez peut-être entendu avant-hier, là, en Suède, 2 câbles Internet qui ont été sectionnés ou a priori qu'on soupçonne d'avoir été sectionnés. Ça fait partie de la malveillance. Pour quelles raisons? Couper le trafic, rediriger le trafic sur d'autres réseaux, peut-être on a une vue dessus, etc., etc. Pardon. Donc, une fois que j'ai dit tout ça, ce qui est important, une fois que je connais quels sont a priori les gens qui vont s'intéresser à moi, deuxièmement, c'est de maintenir une veille sur quelles sont les menaces aujourd'hui qui ont le plus de succès dans notre environnement. Et donc là, je vous ai mis un lien sur l'ENISA, hein, qui est l'agence de sécurité européenne, qui publie tous les ans le Fred Landscape Report, qui est un rapport qui montre quelles sont les tendances que l'on a, les statistiques, les probabilités. Vous voyez à droite en vert, là, j'ai mis quelques références sur le fait que, effectivement, beaucoup aujourd'hui de brèches sont encore liées au monde externe. Alors, c'est pas tout à fait vrai en Afrique subsaharienne, où nous, on constate qu'il y a quand même assez souvent une complicité interne dans les incidents que l'on a eu à gérer. 74% des incidents sont quand même assez souvent, impliquent assez souvent un élément humain, quelqu'un qui fait quelque chose, d'accord? 49% des brèches concernent les credentials, user mot de passe, donc ça reste quand même un problème majeur. Et enfin, alors, on était à 24% des brèches impliquées des ransomware. On constate quand même une petite diminution de leur activité aujourd'hui, soit parce que les groupes se sont fait démonter, soit parce que les organisations sont un peu plus à même de gérer ça. Mais je rappelle quand même
que notre domaine d'activité est un domaine mouvant et que l'ingéniosité des gens qui perpétuent des attaques est sans cesse renouvelée et progresse pour faire de notre matière une matière qui est en constante évolution. Donc maintenant, la question c'est, OK, vous m'avez dépeint une situation qui est quand même assez désespérante, je fais quoi? Eh bien, la première des choses, c'est d'abord, je dois avoir un processus de gestion de crise. Alors, je vois que certains d'entre vous le disent, mais comment je commence ce type d'approche? Comment je peux m'assurer que c'est pertinent? Dans quelle mesure j'approche ce type de projet? Moi, j'ai quand même une petite stupéfaction, si je puis dire, au travers des clients que l'on rencontre. C'est qu'autant la plupart des sociétés ont aujourd'hui un plan de continuité des opérations, un plan de prise d'activité. Malheureusement, les scénarios qui déclenchent ces plans euh, n'incluent pas tous et très peu souvent l'incident cyber. D'accord? Et ne l'intègrent pas suffisamment de manière précise en termes de scénario pour nous faire sentir que l'analyse de risque et la projection de situations qui peuvent impacter la société ont réellement été travaillées et que l'on n'a pas quelque chose qui est bien sur le papier, mais qui n'a jamais fait l'objet d'une quelconque, je dirais, mise en situation et surtout qui n'a pas nécessairement été diffusée aux acteurs clés et qu'on n'a pas testé de ce type de scénario en puissance. Donc, une fois qu'on a un projet de gestion de crise en place, et ben encore faut-il être en mesure de l'activer. Et donc, pour l'activer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit avoir aligné ses capacités de détection et de réponse à ses capacités de surveillance et de reprise ou de gestion d'incidents et enfin de communication. D'accord? Très souvent, on voit des communications maladroites de la part des sociétés suite à un incident, avec une première posture de dire non, non, c'est pas vrai, il nous est rien arrivé. Et là, dans la foulée, systématiquement, vous avez quelqu'un qui dit si, si, c'est arrivé. D'ailleurs, regarde, j'ai trouvé des vulnérabilités ou des documents à toi à tel et tel endroit et je les partage, ce qui met la société dans une difficulté un peu gênante. Ou le pire, et c'est arrivé à nos clients en Afrique, où en fait vous avez un hacker qui s'auto présente comme étant la personne qui sait ce qui s'est passé et qui va expliquer aux journalistes friands de news que voilà ce qui se passe chez vous alors qu'il n'en a aucune idée. D'accord? Troisième élément important, la réponse. D'accord? Ne pas avoir un plan de réponse à incident, ça veut dire qu'on ne s'est pas projeté dans une situation où on aurait à vivre une telle situation. Et donc, il n'y a pas de mystère, mais si vous ne l'avez pas fait, vous serez incapable de gérer correctement cette situation-là. Et ce que l'on constate, c'est que moins vous êtes préparé et plus les conséquences de l'incident seront importantes dans la structure, aussi bien en termes financiers que profondeur de l'incident. D'accord? Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et si vous pensez qu'aujourd'hui, vous avez fait l'exercice, menez des activités post-mortem. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous devez tester votre plan, vous devez apprendre de votre plan. Je n'ai jamais vu une simulation de gestion de crise qui n'a pas permis à l'entreprise de dire, tiens, ça, on avait oublié. D'accord? Donc, c'est à vous de mettre le curseur sur, comme je le disais en introduction, on a déjà quelque chose de mature qui tourne depuis quelques années, testons-le. Si on l'a déjà testé, eh ben, faisons un cas pratiquement réel où on simule une activité sans informer un certain nombre de collaborateurs et on voit comment la structure réagit réellement. D'accord? J'attire aussi votre petite attention sur un élément que je vois assez souvent, qui est l'esprit critique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que certains d'entre vous connaissent cette histoire, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été demandé aux ingénieurs de l'armée anglaise, en charge de tout ce qui est avionique, de renforcer la sécurité des bombardiers anglais qui allaient bombarder l'Allemagne. Et pourquoi? Parce qu'un nombre important de ces bombardiers étaient détruits lors de leur survol de l'Allemagne. Et donc, on leur a demandé améliorer ça parce qu'on n'a pas énormément d'équipage pour piloter ces avions. Chaque fois qu'on perd un avion, on perd un équipage. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les ingénieurs? Ils ont étudié tous les avions qui atterrissaient de retour des bombardements et ont identifié où se trouvaient les impacts. Et sur base de ça, ils se sont dit, ben, il n'y a pas de problème, il n'y a qu'à renforcer les endroits où il y a des impacts, comme ça on augmentera le taux de retour de nos avions chez nous. D'accord? Bon, a priori, spontanément, je dirais bonne idée. Avec 2 secondes de recul, on s'aperçoit quand même qu'il y a un problème de base.
c'est que ce qui est important, c'est pas les avions qui sont revenus, c'est ceux qui ne sont pas revenus. Et donc, a priori, c'est sur les moteurs ou sur le central de l'avion qu'il faudrait renforcer les capacités de l'avion pour éviter que lorsqu'il est impacté, il disparaisse. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on a une fausse bonne idée et que le contrôle de sécurité qu'on a mis, eh ben, il va même être encore plus préjudiciable à l'organisation parce que si je rajoute des plaques de blindage sur les impacts, ça veut dire quoi? L'avion va être plus lourd et plus de chances d'être impacté par les bombardements ou la DCA de la structure allemande. Donc, une bonne idée, mais malheureusement, un manque de recul et un manque de prise du contexte général qui fait qu'on pense que ça va régler nos problèmes alors que ça ne l'est pas. Dernier petit élément que je voudrais apporter à votre attention, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle donne des capacités à nos camarades malveillants d'un niveau sans précédent. Alors là, je vous ai mis un petit article qui est sorti en février de cette année, où dans une structure en Asie, un collaborateur est invité dans une session de Teams et de Zoom, et face à lui, il a trois responsables de son organisation, son patron, le responsable financier et le CEO qui lui confirme que le virement de 25 millions qui a été instruit est bien réalisé. Et donc, il fait ce virement. Et une fois qu'il a fait ça, il appelle son patron en lui disant, je viens de faire le virement. Et là, son patron lui dit, mais de quel virement tu me parles? D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'on a constaté? Que les gens étaient capables de faire une vidéo en temps réel avec trois collaborateurs dans la session vidéo et je dirais, reproduire leur mimique, leur façon de faire et leur façon de parler pour abuser le collaborateur en question. D'accord? Donc, juste peut-être pour vous montrer, j'ai demandé moi à mes équipes de me faire une petite simulation de est-ce que c'est compliqué de faire un deepfake? D'accord? Et donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai fait pas plus tard que hier soir. J'ai activé sur un laptop qu'ils m'ont préparé une petite capture de vidéo. Et donc voilà, c'était moi dans ma chambre d'hôtel. Je m'enregistre et je vous fais coucou pour vous montrer qui je suis derrière mon écran. Et dans la foulée, ce que j'ai fait, c'est que, hop, j'ai activé le petit outil que mes camarades m'ont préparé, qui me permet de choisir la photo que je veux, de lancer ma petite caméra. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? En temps réel. Alors, ça consomme un peu de processing, puisque c'est un laptop qui n'a pas de GPU ou quoi que ce soit. Donc, vous voyez en tâche de fond que ça compute quand même pas mal. Mais qu'est-ce qu'il va faire là? Il va lire mon flux vidéo sur ma webcam et en temps réel, il va changer ma figure. Je vous laisse découvrir. Donc, vous voyez, voilà, c'est toujours le même Christophe Bianco, sauf que là, j'ai la tête de la personne que j'ai remplacée. Allez, on va dire que on avait Monsieur Clounet qui était présent aussi dans la même chambre. J'aurais pu faire la vidéo avec trois, quatre personnes et il est aussi capable de sélectionner une tête et de changer qu'une tête dans le groupe qui sera en train de regarder ma vidéo. Quand je demande à mes équipes quel est l'effort qu'ils ont fait pour réaliser ça, ça leur a pris moins de 5 jours en utilisant que des logiciels open source. D'accord? Donc, c'est pour vous montrer que la complexité de ce type de solution, il est très faible. Et aujourd'hui, vous avez même des sites où on vous fait les choses en même temps. Donc là, on a même Monsieur Macron qui s'est invité dans notre webinaire et qui vous remercie d'y participer. D'accord? Donc ça, c'est des sujets nouveaux, c'est des choses qui vont impacter notre situation. Et donc, ce que l'on conseille aux organisations, c'est qu'une fois que vous avez travaillé sur vos scénarios de crise, et comme disait Maxime, que vous accompagnez là-dessus, ce qui est important, c'est de tester et de ne pas avoir peur de faire des erreurs et d'améliorer parce qu'on s'aperçoit que on ne peut pas imaginer qu'un scénario de crise qu'on a élaboré, les process qu'on a mis en place, fonctionneront comme on pense qu'ils vont fonctionner le jour où on va réaliser ça. Et donc là, je vous ai mis un petit cas concret qu'on opère dans nos sessions de formation, où en fait, on simule un incident tel qu'il a réellement existé. On change les noms, on change les contenus, histoire que on garde un niveau de confidentialité, mais on met les personnes en situation et on va impacter cette situation-là avec des influx différents pour provoquer des réactions différentes et tester les gens dans des situations aussi de stress. Comment je prends des décisions quand j'ai la moitié des informations? Comment je fais en sorte de vérifier que mon responsable de base de données ne va pas partir en vrille quand il y aura trop de pression sur ses épaules? D'accord?
Et donc, c'est un petit exemple là de stimuli où on explique, voilà le contexte, la moitié de vos PC sont encryptés, etc. Vous avez plus de mails, les backups sont pas, et on sait rien d'autre. Et on va rien savoir comme ça pendant 5 jours. Et là, on va vous poser des questions. On va vous demander, tiens, il y a un journaliste qui vient d'appeler. Comment vous réagissez? Tiens, on a détecté que, eh ben, enfin, au bout de 5 jours, l'équipe de Forensic Insurance que vous avez sollicité peut vous donner un peu de visibilité. Malheureusement, il y a 2 téras de data qui ont été exfiltrés de la boîte. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et puis, boum, les criminels publient sur un forum dark web le nom de votre boîte et le fait qu'ils demandent une rançon de 3 millions de dollars. Et donc, dans ces moments-là, comment on réagit? D'accord? Si vous n'êtes jamais posé la question avant, c'est pas dans ces moments de stress intense qu'on est capable d'avoir le recul suffisant et de s'être préparé à ces situations-là. D'accord? Donc, c'est un peu l'objet de notre approche. Et surtout, si vous avez déjà vécu des incidents, on s'aperçoit que très peu prennent en considération toutes les leçons qu'ils sont capables d'obtenir de ces situations-là. Je vous ai listé là quelques questions que l'on pose auprès de nos clients ou partenaires quand on a ces sessions un peu de brainstorming sur est-ce que vous allez être au bout de tous les enseignements que vous avez pu tirer de l'incident que vous avez géré. D'accord? Parce que tout ça va vous permettre d'améliorer vos prochaines situations. Donc, je vous l'ai mis là. Je pense que Lydia vous partagera les slides. Donc, vous aurez le contenu de tout ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Et donc là, je vais peut-être laisser la main à Maxime pour clôturer un petit peu ce séminaire. Et pendant ce temps-là, je vais en profiter pour regarder un peu toutes les questions que vous avez posées pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Maxime? Merci Christophe. Alors effectivement, ce qu'on a voulu montrer avec notre partenaire ACRC sur ICAT, c'est qu'une gestion de crise, on ne peut difficilement y échapper. En revanche, on peut s'y préparer. Et justement, on maximise nos chances de bien gérer une crise cyber quand on s'appuie sur à minima 3 piliers qui sont vraiment indissociables: les ressources humaines, la technologie et les procédures. Vous ne pouvez pas vous appuyer uniquement sur 2 piliers au lieu de 3. Par exemple, si vous avez les ressources humaines et les technologies, mais pas les procédures, vous ne saurez pas répondre à la question comment je fais le jour où vous êtes confronté à une cyberattaque. Pour les ressources humaines, ce qui est très fortement recommandé, c'est d'impliquer directement la direction générale, parce que les enjeux, on l'a vu, peuvent être critiques. Et l'erreur classique, c'est de ne pas assigner de rôle précis à chacune des ressources que vous allez mobiliser le jour J. Et également, pour les technologies, ce qui est crucial, c'est de effectivement savoir détecter le plus possible en temps réel les signaux faibles, autrement dit les indicateurs de compromission. Vous pouvez vous appuyer sur ça sur des outils que vous connaissez certainement, l'IPS, l'IDS, le NAC, le SIEM, le SOC. Mais ici, ce qui va être déterminant, Christophe en a parlé, c'est d'être capable de localiser l'origine de la cybermenace en termes de lieu et en termes de temps, pour savoir à partir de quand vous seriez capable de restaurer le système. Mais ça suppose évidemment de faire des sauvegardes qui sont régulières, de préférence quotidiennes. Enfin, pour les procédures, pour agir vite, c'est capital d'avoir effectivement un plan d'action qui va décrire chaque étape: la détection, l'isolation du système infecté, les recherches forensiques et la restauration. Et ici, l'erreur classique, c'est d'en fait soigner la communication interne avec des protocoles pour traiter les escalades, la coordination entre les différents départements, mais parfois d'oublier la communication externe. Or, si ce n'est pas l'entreprise elle-même qui prend les devants pour communiquer, quelqu'un va le faire à votre place. Ça peut être les médias, ça peut être le hacker lui-même, et très souvent, l'information qui est divulguée, ce sont des rumeurs qui sont infondées. Et donc, en conclusion, si on passe à la slide suivante, Sonema et notre partenaire ACRC sur ICAT sommes capables de vous accompagner sur l'ensemble du spectre de la cyber-résilience. Donc, on va passer vite sur les offres, c'est pas l'objet de la présentation, mais peut-être quelques exemples qui sont éclairants. Ce qu'il faut surtout soigner, et on y répondra dans les questions, c'est la connaissance de votre surface d'attaque et donc de procéder à des pentests, autrement dit des tests d'intrusion qui sont réguliers. Ça vous permet d'agir à la manière d'un hacker, mais bien sûr de manière éthique, et de connaître 2 choses: le schéma d'attaque, donc par quel chemin est passé l'attaquant, et surtout connaître la piste de remédiation qui est possible. Et enfin, un deuxième sujet qui est important aussi, tous sont importants, mais celui-ci en particulier, c'est la sensibilisation des collaborateurs. Le canal d'entrée dans 80% des cybermenaces, c'est le mail, et le canal de propagation, c'est encore aujourd'hui très souvent l'humain. 4% des campagnes de phishing, malheureusement, réussissent parce que l'humain clique sur le lien malveillant.
Et donc, en conclusion, on va faire une phrase très rapide pour qu'on ait le temps d'aborder les questions-réponses. Pendant une crise, si on se posait la question de comment on fait, avec qui, avec quoi, avec quel outil, pourquoi, c'est une perte précieuse de temps parce qu'on n'a pas le recul nécessaire pour y répondre rapidement. Et donc, c'est justement par temps calme qu'on s'y prépare. Effectivement, Maxime. Peut-être j'ai rajouté juste un petit slide là pour. Euh, on s'aperçoit qu'effectivement, l'entraînement, la pratique et l'assimilation sont quand même des éléments importants. Et je me permets de rajouter des choses hein, parce que dans la région, certaines institutions commencent à s'équiper de ce type de plateforme. Donc, on est aussi aujourd'hui, nous, en mesure de mettre des plateformes qu'on appelle de CyberEng pour vous accompagner à vous entraîner sur des environnements où on n'est pas nécessairement capable de reproduire, enfin, de le faire dans le monde réel, hein, des environnements sensibles où c'est compliqué de pouvoir tester des choses. Le deuxième point, on s'est aperçu qu'il y a quand même une problématique de sensibilisation très souvent au niveau de la direction générale sur la réelle problématique de gérer une situation de crise. On a un environnement qu'on appelle Room 42 qui vise à simuler, vous voyez les photos là, avec du noir, du bruit, des couleurs, du son et de la lumière pour mettre les gens en situation de crise. Je vous ai mis le petit lien là si vous voulez aller voir la vidéo entière. Donc c'est une salle qui est actuellement au Luxembourg. Donc ceux qui voudraient inviter leur direction générale à visiter ça, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait organiser. C'est hébergé aujourd'hui au sein de l'Agence de cybersécurité nationale luxembourgeoise. On est en train de travailler à déployer une même plateforme, soit au Sénégal, soit en Côte d'Ivoire, pour vous permettre d'inviter vos comités de direction à tester dans des environnements réels et qu'ils puissent prendre conscience de ce que ça veut dire être immergé dans une crise cyber euh, euh, aujourd'hui. Enfin, et je vous laisserai ça, pour ceux qui auraient envie de se challenger, de revoir où ils en sont, on vous a mis un peu les points les plus importants que vous devez considérer quand vous réfléchissez à votre scénario de gestion de crise et comment vous pouvez mettre ça en œuvre et du moins, je dirais, commencer à réfléchir si vous ne l'avez pas encore fait, à comment je peux avoir un minimum de choses en place pour le jour où ça arrive. Je vous remercie hein, pour le temps. C'était peut-être un peu long et j'ai essayé de vous donner pas seulement des clés, mais plutôt de vous faire comprendre que c'est un sujet qui, malheureusement, même s'il semble compliqué, nécessite votre attention. Je vois qu'il y a pas mal de questions. Je vais Oui, peut-être ça a apporter. nécessité beaucoup d'attention et beaucoup de questions, Christophe. Donc, Yes. si tu me permets, je vais te les poser du coup et je vais te laisser y répondre. Ou alors, peut-être, je vais donner la parole à Monsieur Yannick Boca, qui avait plusieurs, enfin, qui a Yes. posé, pardon, plusieurs questions, dont notamment voilà, les étapes clés pour intégrer la cyber-résilience, Ouais, ouais, savoir ouais. si les solutions d'automatisation de l'IA peuvent réduire les temps de réponse en cas d'incident. Je laisse la parole à Monsieur Boca. Allô? Mais sinon, je vois les questions, Tu si les tu veux, vois? Lydia. Ouais, je vais peut-être faire une réponse packagée, comme ça je peux en adresser plusieurs. Allez, ok. Les étapes clés pour intégrer la cyber-résilience dans une stratégie globale de sécu, ben, en fait, la première démarche à garder à l'esprit, c'est de dire et si demain j'ai plus d'IT? Et si demain j'ai plus de mail? Et si demain j'ai plus ça? Parce que résilience veut dire comment je peux m'assurer que mes processus critiques au sein de mon organisation vont continuer à fonctionner, même si j'ai pas une partie de mon système d'information. D'accord? Donc, quand on élabore une stratégie de cyber-résilience, il faut d'abord s'accorder avec le métier et en alignement avec votre plan de continuité des opérations. C'est quoi les process critiques, c'est quoi les services critiques et c'est quoi les ressources critiques de mon organisation que je vais devoir être capable de ramener le plus vite possible en production. Donc, ça, c'est la démarche. Donc, rien de nouveau sous le soleil, hein. Si vous avez déjà fait du plan de continuité, vous avez les éléments structurants. Maintenant, la question, c'est de prendre les scénarios les plus crédibles, parce que ce sont ceux auxquels vous allez être exposé le plus souvent, et de les déployer au sein de chez vous pour dire si ça arrive chez nous, est-ce qu'on est capable d'y répondre? D'accord? Deuxièmement, les questions autour de l'IA. Alors, pour ceux qui étaient à Monaco, vous avez une petite idée de ce que je pense de l'IA, mais si je résume, hein,
J'espère que ça va nous apporter beaucoup de capacités. Ce que je constate aujourd'hui, c'est que l'IA, c'est de l'apprentissage sur des choses qui sont passées, et donc fatalement, on est capable de résoudre des problèmes qui ont déjà eu lieu, en aucun cas d'imaginer, de deviner ou de comprendre ce qui arrivera dans le futur. Deuxièmement, notre taux de certitude dans l'exhaustivité de ce que l'IA nous dit aujourd'hui n'est malheureusement pas à 100%. Donc la question, c'est est-ce qu'on est prêt d'accepter qu'un certain nombre de décisions sont prises de manière automatisée sans qu'on sache pourquoi elles ont été prises comme ça et qu'on n'ait pas de traçabilité sur les éléments qui lui permettent de déterminer que c'est ça. Alors, est-ce que ça sera un moyen pour améliorer nos capacités de réactivité? Bien évidemment, parce que le volume de data que l'on qu'on a de plus en plus devient de plus en plus gros, et donc fatalement, il faut doper nos analystes, doper nos gens de l'incident response avec des capacités qui peuvent leur permettre de brasser beaucoup plus de data. Donc j'étais en train de dire effectivement que les limites de l'IA ne m'amènent pas à penser que ça va être une solution qui va régler tous nos problèmes malheureusement. Mais ça doit être un outil qu'on met à disposition pour essayer de devenir encore meilleur, parce que comme vous l'avez vu avec mes deepfakes, eh ben, malheureusement, ces outils vont aussi servir aux attaquants d'améliorer leur capacité d'attaque. D'accord? Il y avait une question aussi sur les 0D et la capacité d'appliquer les patchs ou la vitesse à laquelle les patchs s'appliquent. Je dirais mon problème n'est pas le temps de réactivité des éditeurs, hein, parce que les 0D, généralement, s'ils sont faits dans une démarche éthique, ben, ne sortent qu'une fois que les éditeurs ont généré leur patch. Mon problème vient du fait que les entreprises ne patchent pas. D'accord? Quand on voit qu'un certain nombre d'incidents sont liés à des patchs de 2018 et qu'on est en 2022, voire 2023, ça veut dire que cette hygiène de base de corriger ces systèmes d'information reste quand même quelque chose de compliqué et douloureux pour les organisations à le faire. Alors, j'entends que c'est compliqué, hein, ça fait depuis que je suis petit, on a ces problèmes-là, mais malgré tout, je pense qu'il faut aujourd'hui avoir une action qui est liée à quel est le niveau de risque lié aux devices qui ne sont pas patchés. On ne peut pas avoir la même sensibilité à un device qui est exposé sur Internet avec un device qui est au fin fond de mon réseau, qui est peut-être moins exposé à la malveillance. Donc, dans notre réflexion autour du patching, l'exploitabilité de la menace, le risque de la menace, l'exposition ou le risque lié aux composants qui risquent d'être impactés doit faire ça. Et j'ai vu une petite question sur le fait, mais si on peut plus faire confiance au firewall, à qui on fait confiance? Encore une fois, tout composant qui détient du code, par défaut, peut être vulnérable. Donc, c'est de ce fait-là qu'on a besoin d'avoir une veille permanente. Je dirais peut-être qu'au-delà de ça, ce qui est, et c'est un peu l'esprit du projet ACRC qu'on a déployé, euh, on ne pourra pas lutter contre ça, hein. C'est comme lutter contre les incendies, les inondations et des choses comme ça. C'est des choses qui arrivent. Ce qui est important, c'est de savoir réagir et surtout, peut-être quelque chose que dans nos communautés, nous ne faisons pas assez, de partager l'information entre nos pairs pour que ceux-ci apprennent de ce qu'on a vécu et ne refassent pas les mêmes erreurs. Ah, c'est tout l'objet, comme je disais, de cette plateforme ACRC, où je vous encourage à aller voir et vous manifester. Il y a des groupes de travail, des chapters locaux dans toute une série de pays d'Afrique, où on essaie d'encourager le partage d'informations, les bonnes pratiques et d'apprendre de ce qui se passe pour essayer d'être le plus résilient possible en fonction de la menace telle qu'elle est présente dans nos organisations. Je pense que j'ai essayé de répondre, Lydia, à toute une série de questions. Si malheureusement il y en a certaines que j'ai pas traitées, Oui, je pense que là, après, voilà, il y a beaucoup de précisions qui sont demandées, tu vois, sur la durée d'apparition d'une faille 0D et ouais. la réaction des éditeurs Ben, pour les ce que je correctifs. propose, c'est qu'on réponde à toutes ces questions et qu'on les partage avec Je pense la qu'on, copie de la vidéo. Et ouais, si malgré tout on n'a pas fait ça, ben, vous avez les contacts des équipes de Sonema. N'hésitez oui, pas à oui. rentrer en Ça, contact je vais vous avec eux. transmettre tout. Et effectivement, c'est une bonne idée. On va répondre à toutes ces questions et je vous les communiquerai avec le mail qui vous fournira donc la présentation, le lien du replay. Et comme ça, tout le monde aura le même niveau d'information. Et bien entendu, Maxime et Christophe restent à votre disposition pour toute précision, pour toute démonstration supplémentaire et tout support et accompagnement que vous pourriez avoir besoin pour la mise en place donc d'un process de gestion de crise qui tient la route.
En tout cas, je vous remercie à tous de votre présence. Un grand Moi, merci à toi, Christophe. j'espère que vous dormirez quand même bien cette nuit malgré tout. Et merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous pour votre présence. On se dit à très vite. Le prochain webinaire, ça sera début d'année prochaine. Je reviendrai vers vous et dans l'attente, je vous souhaite plein de bonnes choses et je reviens vers vous avec toutes ces informations. Merci à tous. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.